Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vais mieux. Comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire, aujourd'hui nous parlons des maladies rénales. Oui, émission qui précède la journée mondiale du rein qui aura lieu demain, le 14 mars 2019. Et oui, un adulte sur 10 dans le monde souffre d'une maladie rénale. Et il est pourtant possible aujourd'hui de les détecter, de les prévenir. Nous allons faire le tour de la question ce matin et c'est aussi l'occasion pour nous de revenir sur l'importance des reins avec nos invités de ce matin. Donc le docteur Fortuné Baguidi, néphrologue à l'hôpital de Cayenne. Bonjour docteur. Bonjour. Madame Elodie Quetta et Madame Cynthia Belloni, qui sont toutes les deux infirmières au service d'hémodialyse de l'hôpital de Cayenne. Bonjour mesdames. Et Maëlle Changalong, une ancienne dialysée, aujourd'hui greffée, notre invitée d'honneur, j'ai envie de dire. Bonjour. Bonjour Maëlle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci parce que c'est un sujet très très important. Pour commencer, on va commencer un petit peu dans la pédagogie. Où se situent ces deux organes ? En fait, les reins, merci. Nous vous remercions infiniment pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de la maladie rénale, qui est une maladie qui devient de plus en plus fréquente. Et comme annoncé, un adulte sur 10 aujourd'hui est porteur d'une maladie rénale. Donc, il est important d'en parler pour que la population guyanaise aussi soit informée pour éviter d'en arriver là. En fait, les reins sont deux organes nobles qui sont essentiellement situés au niveau des lombes. Voilà, c'est deux organes en forme de haricots situés en région lombaire. Voilà. Alors, ils ne sont pas très gros. Ils ne sont pas très gros. Environ la taille, si on doit les mesurer, la longueur, ça tourne autour de 10 cm quand elles sont de taille normale. Pas très gros, mais important. À quoi servent nos reins ? Nos reins, essentiellement, pour caricaturer, je dirais que les reins servent essentiellement à trois grandes fonctions. La première fonction, c'est une fonction de filtre. Ils servent de filtre. Quand je parle de filtre, c'est un filtre qui permet non seulement de débarrasser l'organisme des déchets et des toxines que nous avons, dont l'organisme n'a pas besoin. Donc, tout en filtrant ces déchets, en éliminant ces déchets et toxines, il faut également à ce filtre de garder les nutriments, tous ceux dont l'organisme a besoin. C'est très important parce que quand on parle de filtre, ce n'est pas seulement un rôle d'élimination, parce que ça permet également de garder ces nutriments-là dont l'organisme aura besoin. Donc, un rein qui, par exemple, ne va pas laisse passer ce qui ne devrait pas passer, par exemple, là, c'est pas bon. Donc, c'est important, j'insiste là-dessus, c'est un filtre à deux courants qui garde les nutriments et qui laisse passer ceux dont l'organisme n'a pas besoin. Également, tout en jouant ce rôle, ça nous permet d'éliminer le liquide, le trop plein de liquide que nous avons dans l'organisme et cela est éliminé dans les urines. Le deuxième rôle, c'est essentiellement un rôle de production d'hormones. Et ces hormones, c'est des substances qui interviennent essentiellement dans le fonctionnement d'autres organes, par exemple pour réguler la tension artérielle, pour aider à la production des globules rouges, par exemple. Quand on parle de l'érythropoïétine qui entre dans la constitution des globules rouges, les reins sont à la base de cette production-là. Et quand les reins ne fonctionnent pas bien, vous comprenez forcément qu'il n'y aura pas une bonne production de globules rouges, donc problème d'anémie. Et le troisième le troisième rôle essentiel joué par les reins, c'est essentiellement un rôle de régulation. Parce que nous avons dans notre sang, dans notre organisme, c'est des électrolytes, des éléments minéraux, je parle du calcium par exemple, le potassium, le phosphore, qui sont tous ces éléments qui entrent dans le fonctionnement normal de l'organisme. Et ces différents éléments doivent être à des taux donnés, doivent être à des normes données. Quand ces normes sont en hausse, le rein est là pour aider l'organisme à en éliminer, ou quand c'est en baisse, les reins sont également là pour aider l'organisme à en garder. Donc c'est le rein qui joue vraiment, les reins qui jouent vraiment ce rôle-là. Donc vous voyez, c'est trois grands rôles essentiels dont l'organisme a vraiment besoin pour mieux fonctionner. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on peut vivre avec un seul rein, mesdames. Oui, on peut vivre avec un seul rein. On peut vivre avec un seul rein qui est intact, qui n'est pas malade, qui se porte bien. Mais on ne peut pas vivre sans rein. On ne peut pas vivre sans rein. On peut vivre sans rein quand on a un traitement, après un traitement de suppléance. Peut-être nous allons voir tout à l'heure. Quelqu'un qui a un rein quelqu'un chez qui les deux reins ne fonctionnent plus du tout et
chez qui les reins ont perdu, par exemple, plus de 85 à 90% de leur fonctionnalité, a besoin forcément soit d'être dialysé ou bien d'être greffé pour pouvoir survivre. Voilà. Alors, on va parler encore des différentes maladies qui existent, les maladies rénales les plus fréquentes. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de problèmes d'anémie. Est-ce que ça veut dire que lorsque l'on est anémié, il faut peut-être s'inquiéter? On a peut-être une maladie du rein qui traîne? Oui, c'est pas forcément... Vous voyez, tel que j'ai décrit ce qui est... Ce qu'il faut retenir, vous voyez, j'ai parlé de l'anémie, mais il y a plein d'autres maladies qui peuvent entraîner une anémie. Donc, le premier signe, ce n'est pas forcément une anémie. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que la maladie rénale, surtout quand elle est rénale chronique, c'est une maladie qui est... On parle du tueur silencieux. Donc, on ne se rend pas compte de la maladie. C'est peut-être secondairement, longtemps après, que l'anémie apparaît à la phase vraiment de complications déjà évoluées. Et puis, il est peut-être déjà trop tard de faire le diagnostic. C'est ça. Alors justement, lorsqu'on parle de maladie silencieuse, Maëlle sourit. Maëlle, pourquoi? Pourquoi? Parce que ma maladie s'est déclarée vraiment au stade terminal où vraiment on pouvait plus rien faire. C'était la dialyse obligatoire, tout simplement. Je suis rentrée à l'hôpital à la fin du mois de février, aux environs du 20. Je me suis fait dialyser le 9 mars. Alors pour ceux qui nous suivent sur YouTube, il est intéressant de constater, à moins que Maëlle fasse très jeune, mais il est intéressant de constater que Maëlle est jeune. Donc en plus, il n'y a pas d'âge, là, à ce que je vois. Comment ça s'est déclaré? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes inquiétée, Maëlle? Qu'est-ce qui a fait que je me suis inquiétée? Comment ça s'est déclaré? J'ai commencé je voyais trouble. En fait, le truc qui m'a vraiment alertée, c'est que je voyais plus du tout. C'est-à-dire que j'avais continuellement un voile devant les yeux, Et je suis tombée malade au début du mois. J'ai cru que j'avais une gastro, j'ai cru que j'avais une grippe. Finalement, je vois que ça s'arrange pas. Pendant tout le mois, je continue, j'arrive plus à manger, je n'arrive plus à boire. Je vomis continuellement. Je me dis, bon, ça commence à devenir bizarre, c'est pas une gastro. Donc, finalement, je vais voir le médecin plusieurs fois. Il me dit qu'il sait pas. Je commence à avoir trouble. Il me dit, bon, il y a peut-être un problème au niveau cérébral. Pas d'analyse, Maëlle, après avoir vu le médecin? Pas d'analyse. Il me demande de faire un scanner, il me demande de faire plein de trucs. Toujours pas d'analyse. Je dis, bon... Et quand je commence à avoir trouble, je vais voir un ophtalmo d'urgence. Et là, lui, il comprend toujours pas pourquoi je vois pas. Il constate que j'ai des œdèmes au niveau des yeux, j'ai des hémorragies. Il comprend pas, il me dit, bon, du coup, on va vous hospitaliser 24 heures pour faire des bilans approfondis pour qu'on puisse trouver. Ah oui. Et quand je rentre à l'hôpital... si je me souviens bien, je rentre à l'hôpital un mercredi. Et là, tout le monde s'affole. Mon anémie est à 4. Alors, nous, on ne sait pas. L'anémie à 4, ça ne nous parle pas. La normalité, c'est aux environs de 12, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, la normalité, c'est aux environs de 12. Moi, je rentre, j'ai 4. Donc là, tout le monde s'affole. Ma tension, elle est aux environs de 19-20. Tout le monde panique. Dans la nuit, je fais des scanners, je fais tout ça. Et on commence à me dire que oui, il y a des problèmes au niveau des reins et tout. Ils sont atrophiés, c'est bizarre, on ne peut pas faire de biopsie. Les deux? Les deux. Et là, on commence à me dire... Je pense qu'ils savaient déjà depuis le début que c'était fini, mais petit à petit, on commence à me dire « Oui, mais vous savez, on commence à faire des petits traitements. » Mais bon, après, au final, au bout d'une semaine, on m'a dit que... C'est la dialyse directe. Voilà, que c'est la dialyse, on vous prépare pour la dialyse et tout. Mesdames, vous qui êtes infirmière au service hémodialyse de l'hôpital de Cayenne, alors est-ce que ça vous arrive de recevoir des patients et de tout de suite vous dire pourquoi pas faire des analyses? Comment ça se passe quand vous recevez des patients? En fait, quand on reçoit les patients, on sait déjà qu'ils vont être dialysés, mais il y a d'abord le médecin. Ils passent en consultation avec le médecin et ensuite, nous, on les a en hospitalisation. Donc, D'accord. du coup, on ne les voit pas au préalable. Au préalable. Et comment ça se passe quand ils sont en hospitalisation? Ils viennent chez nous 3 fois par semaine. Ils se font dialyser entre 3 heures et 4 heures. Pour les nouveaux patients, on commence à 2h30 de dialyse pour voir comment ils vont réagir. Par jour? Oui. D'accord, Oui, ok. 2h30 de dialyse par jour. Oui, ça va jusqu'à 4 heures pour certains. Ok. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Tous les Ah, jours. c'est pas tous les jours, Oui. 3 fois par semaine. Et du coup, ils sont dialysés, donc on utilise un dispositif qui s'appelle le cathéter qu'on place pour les patients, histoire d'avoir
une voie pour aspirer le sang à la machine et qu'il soit nettoyé, entre guillemets. Et Ce ensuite, que il le rein retourne au fait. patient. Voilà. Et donc, en fait, il y a un rein artificiel qui va servir de rein de remplacement. Mhm. Et quand le sang va passer dans ce rein-là, ben, tous les déchets vont être éliminés et donc nettoyés. Et ensuite, il va retourner au patient. Alors comment ça se passe avec les patients? Vous les accompagnez? Vous êtes avec eux? Comment ça se passe? Oui, on est avec eux. Déjà, la première séance, on reste avec eux. Mhm. C'est déjà on les scope, donc on regarde la température, on leur demande comment ça va. On est franchement là les 3 premières séances, on est avec eux. On leur dit que s'ils ont quelque chose ou qu'ils ressentent quoi que ce soit, il faut qu'ils nous le disent. Et après, ben, On fait aussi une surveillance toutes les heures Toutes de les la heures, tension. ok. Voilà. Oui, parce que si c'est 4 heures, vous Oui. revenez pour voir Oui. Ça enfin, nous sert, en régulièrement. fait, ça nous permet de voir si le patient réagit bien parce qu'il peut avoir des effets secondaires, en fait. Et donc, du coup, ben, dans ce cas, on alerte directement le médecin, on arrête complètement la dialyse. Et ensuite, une fois le patient stabilisé, lui, il nous dit si on reprend ou non. Donc, voilà. D'accord, ok, très bien. Alors on va parler des maladies et puis alors on va revenir après sur votre expérience aussi, Maëlle. Quelles sont les maladies rénales les plus fréquentes, docteur? En fait, c'est important. Je vais beaucoup plus insister sur la maladie rénale chronique parce qu'on sait que toute maladie rénale, quand elle n'est pas bien traitée, elle évolue vers la chronicité. Et c'est ça ce que nous devons surtout craindre. Parce que quand on parle de chronique, c'est que c'est déjà un tableau irréversible. Et on ne peut plus rien faire. Mm. Et j'insiste beaucoup sur les... Je ne vais pas parler de la... Ça ne sert à rien de parler des différents types de la maladie Non, bien rénale. Mais sûr. ce Les qui est plus important de courantes. savoir, c'est de savoir un peu ce qui peut amener à cette maladie-là. Mhm. Donc, les causes les plus fréquentes, c'est deux choses. Il y a l'hypertension artérielle et le diabète. Alors Donc, l'hypertension artérielle, qu'est-ce que tout à c'est? fait. L'hypertension artérielle, c'est une tension comme on dit, hypertension artérielle. La norme de la tension artérielle, ça tourne autour de 12, 13, 8. Mhm. 12 pour la tension artérielle systolique et 8 pour la tension artérielle diastolique. Donc déjà, au-delà de ça, c'est que c'est la pression à laquelle le sang circule dans nos différents organes. Donc quand cette tension-là, elle est élevée, ça crée forcément des lésions au niveau des petits vaisseaux. Et ces petits vaisseaux, c'est des vaisseaux qu'on retrouve au niveau de la rétine, par exemple, qu'on retrouve également au niveau des reins. Donc, les lésions dont je parle touchent également ces vaisseaux du rein. Et en touchant ces vaisseaux du rein, ça peut évoluer progressivement et de façon silencieuse vers ce qu'on appelle une insuffisance rénale chronique et un tableau irréversible. De la même façon, le diabète, quand je parle bien sûr du diabète sucré, que ce soit le type 1 ou le type 2, bon, les études montrent qu'il y a beaucoup plus le type 2 que le type 1, mais on ne fait pas trop de différence. Que ce soit le type 1 ou le type 2, les deux peuvent également évoluer parce qu'ils peuvent également toucher ces petits vaisseaux-là dont je parle, que ce soit au niveau de la rétine ou au niveau des reins, pour donner finalement une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire un stade terminal. Et on dit souvent que le diabète est le lit de l'hypertension artérielle. Donc, la plupart du temps, les patients diabétiques, on les retrouve souvent avec une hypertension Ouais. artérielle. Et ces deux maladies, à elles deux seules, font déjà plus de 50% des causes de maladies Ouais. rénales chroniques. Donc, voyez, c'est très important d'insister là-dessus parce qu'on pense souvent, le rôle premier du néphrologue, c'est pas d'amener le patient à la dialyse. C'est par exemple le cas de Maëlle que nous déplorons, c'est pas ce qui est souhaité. En fait, c'est d'éviter la Ouais. dialyse ou la greffe au Ouais. patient. C'est ça le rôle premier du néphrologue. Et traiter correctement ces deux maladies déjà peut permettre de régler un peu le problème. Parce que si la tension artérielle, elle est très bien contrôlée et que le diabète aussi, le profil glycémique est très bien contrôlé, ça permet d'évoluer, de retarder, voire de stopper l'évolution vers la chronicité. Alors Donc, justement, juste après cette pause musicale, nous allons parler de ce qu'il faut faire pour éviter d'en arriver à la situation de Maëlle. Allez, on se retrouve juste après la pause musicale. Service après-vente avec Jennifer Baratini sur Guyane la Première.
Service après-vente avec Jennifer Baratini sur Guyane la Première. Vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente ce matin, c'est très intéressant et surtout, c'est de la prévention. On est en pleine prévention là aujourd'hui. Nous échangeons autour des maladies rénales avec le docteur Fortuné Baguidi, néphrologue à l'hôpital de Cayenne, avec Elodie Coeta et Cynthia Belloni qui sont infirmières au service d'hémodialyse, je vais y arriver, à l'hôpital de Cayenne, et avec Maëlle Chungalong qui a été elle-même dialysée, aujourd'hui greffée. Elle va nous parler encore plus de ce parcours. On en a commencé un petit peu. Vous nous avez expliqué comment la maladie s'est déclarée. Donc, comme je l'ai dit en début d'émission, la journée mondiale du rein a lieu demain le jeudi 14 mars. Et le thème de cette journée est des reins en bonne santé pour tous partout. On va en parler encore un peu plus en détail tout à l'heure. Mais on revient sur cette maladie. Quels sont les signes, docteur, d'un mauvais fonctionnement des reins? Là, on a vu avec Maëlle qu'elle ne voyait plus. Voilà. Vous avez vu un peu, quand je vous ai parlé, on va partir des fonctions principales des reins pour déboucher un peu sur les signes. Mais malheureusement, comme j'ai parlé de tueurs silencieux, la plupart du temps, c'est pas des signes, il n'y a pas de signes qui orientent directement, on va dire, voilà, tel signe, c'est déjà une maladie rénale. Donc, c'est dans les recherches qu'on va plutôt préciser les choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de fonctions de filtre, voilà. Donc, les reins qui doivent filtrer, par exemple, les déchets, j'ai parlé des toxines, notamment les toxines urémiques, tout ça. Quand ces déchets ne sont pas filtrés normalement, quand l'urée devient trop important, par exemple, dans le sang, c'est le patient qui va commencer, par exemple, par présenter un manque d'appétit, une fatigabilité. Et vous voyez, quand on parle de fatigabilité, une fatigue, l'asthénie peut se retrouver dans n'importe quelle maladie. Et le manque d'appétit, quand on a peut-être un problème infectieux, on peut retrouver, par exemple, ce manque d'appétit. Donc, le manque d'appétit et la fatigabilité ne vont pas tout de suite orienter vers la maladie rénale. Donc, c'est dans les recherches, dans les investigations qu'on va les retrouver. Et en même temps que ce filtre joue ce rôle, j'ai dit, ça permet également d'éliminer, on élimine ces déchets dans les urines. Dans l'urine, la grande partie de l'urine, c'est de l'eau. Donc, ça permet également d'éliminer le trop-plein d'eau. Donc, c'est le genre de patient, par exemple, qui ne va plus arriver peut-être à éliminer ce trop-plein d'eau parce que le filtre ne fonctionnant plus bien, la quantité d'eau qui devrait être laissée, qui devrait se retrouver dans les urines, on ne va plus les retrouver. Et cette eau va se retrouver dans l'organisme. Donc, c'est le patient qui va se mettre anormalement à grossir. Nous, on parle en termes techniques d'œdème. Et ça se ressent plus facilement au niveau des membres inférieurs. Les membres inférieurs, par exemple, ça va commencer à grossir. Et on parle d'œdème prenant le godet. Donc, quand on appuie au niveau des membres inférieurs, ça va laisser des traces. Des traces, par exemple. Oui, sur les mollets, par exemple. Sur les mollets, par exemple, voilà, okay. Ça va laisser des œdèmes. En même temps, l'œdème qui se retrouve là, ça peut se retrouver également dans d'autres maladies. Donc, vous voyez, quand on investigue, on ne va pas dire déjà là, c'est orienté vers une maladie rénale. Quand je descends à un étage plus bas, on a la production d'hormones. Cette production d'hormones dont j'ai parlé, qui est d'abord des types d'hormones qui permettent de réguler la pression artérielle. Quand, par exemple, cette hormone n'est pas produite, ces différentes hormones qui rentrent dans la régulation de la pression artérielle, quand ce n'est plus bien produit, forcément, c'est des patients qui vont présenter, par exemple, un pic tensionnel, une poussée hypertensive, c'est-à-dire la tension qui est anormalement élevée. Et quand on dit que l'hypertension, le patient présente une hypertension artérielle, quand on voit quelqu'un qui a une hypertension artérielle, on ne va pas dire tout de suite, non, il a un problème de rein. Oui, on ne va pas dire que c'est une hypertension artérielle d'origine rénovasculaire, par exemple, donc on va vouloir chercher ailleurs. Et c'est forcément des investigations qui vont permettre d'aller plus loin. D'autres hormones, par exemple, qui entrent dans la production des globules rouges. Donc, quand, par exemple, c'est à un stade évolué où on n'a plus une très bonne production de ces globules rouges, il y a un problème d'anémie. Cette anémie qui s'implante, il va falloir voir de quel type d'anémie il s'agit. Depuis quand est-ce qu'il y a cette anémie-là? Il faut questionner un peu, il faut chercher encore avant de pouvoir typer cette anémie pour dire qu'effectivement, c'est une anémie d'origine rénale. Encore là, quand je rentre au niveau des électrolytes, je vous ai parlé du sodium
sodium, du potassium, de tout ça, tous ces électrolytes, leur fonctionnement dans le sang, comme je l'ai dit, quand en hausse ou en baisse, ça entraîne des choses, des anomalies, ça va entraîner des troubles. Donc, c'est des troubles qui sont peut-être un peu vagues et qui ne vont pas orienter forcément vers une maladie rénale. Mais nous avons quand même des signes qui sont un plus ou moins patents, qui, même si ça n'oriente pas directement vers la maladie rénale, on peut se dire quand même que c'est peut-être le rein qui est malade. Un patient qui se met à retrouver, chez qui on retrouve par exemple des urines qui sont troubles, des urines qui présentent, qui sont un peu, dans lesquelles on retrouve des globules rouges par exemple, on parle d'hématurie, du sang dans les urines, voilà, du sang dans les urines. On sait que les urines sont produites par les reins, tout ça, mais d'où viennent ces urines? Il y a lieu de se poser des questions. Donc là, ça peut orienter un peu. Donc, vous voyez, il y a tout un panoplie de signes, mais qui sont assez variés et il est difficile. Donc là, ce que nous recommandons surtout, c'est de savoir... Quand on a un moteur de voiture qui est en panne, on sait qu'il faut aller chez le mécanicien. Voilà. Donc, dès le moindre souci, il faut que nous apprenons à aller vers nos médecins. Ne pas négliger notre corps. Du tout. Alors, mais est-ce qu'il existe quand même une sorte de dépistage pour les maladies rénales? Pour les dépistages, on a parlé tout à l'heure de l'examen des urines. L'examen des urines, par exemple, où il faut rechercher ce qu'on cherche classiquement, on parle dans notre jargon de la microalbuminurie. C'est une sorte de protéine. Je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ce filtre-là, on a tendance à penser que voilà, le filtre, ça va laisser passer juste les déchets. Mais le rôle également de ce filtre, c'est de ne pas laisser passer ce qui ne doit pas passer. Donc, quand je parle de ces microalbuminures qui sont des protéines, des nutriments dont l'organisme a besoin, il y a une très petite partie de ces microalbuminures qu'on peut retrouver dans les urines. Là, c'est pas anormal, mais quand ça dépasse un certain seuil, c'est déjà une sonnette d'alarme, c'est très important. Et puis, ces tests, c'est des tests qu'on peut faire facilement à la bandelette. Donc, la plupart du temps, les médecins, c'est des tests qui se font dans les centres scolaires, c'est des tests qui se font avant beaucoup d'examens, c'est fréquent. Dans les centres scolaires, ça veut dire que les enfants sont dépistés. Des enfants lors des bilans préscolaires, des choses, voilà, c'est fait systématiquement, voilà. Donc, alors oui, parce que c'est intéressant qu'on parle d'enfants, parce que Maëlle, vous n'êtes pas une enfant, mais vous êtes très, très jeune. Quel âge avez-vous? J'ai 27 ans. 27 ans, donc à 27... Alors on peut se dire que certaines maladies n'apparaissent qu'à un certain âge, et en l'occurrence, pour la maladie rénale, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Oui, ce n'est vraiment pas le cas. Il y a même des formes congénitales. L'enfant peut naître avec déjà des anomalies congénitales au niveau des reins. Et puis, déjà, voilà, c'est des choses qui peuvent varier. Il n'y a pas d'âge pour ça. Mais parlant de la maladie rénale chronique, surtout, il y a des patients à risque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un patient qui a déjà une hypertension artérielle et qui a déjà un diabète, par exemple, c'est déjà un patient à risque de cette maladie. Mais elle n'avait pas tout ça, Maëlle. Le cas de Maëlle, je reviens un peu sur le cas de Maëlle, comme je le disais en tête tout à l'heure, Maëlle, elle ne faisait pas partie de notre file active. Donc, c'est une patiente qui n'était pas du tout connue dans notre sphère néphrologique. Elle était venue initialement, elle était hospitalisée en ophtalmologie pour un problème de tension oculaire, et c'est là où il a été découvert une hypertension artérielle. Depuis quand elle a cette hypertension artérielle, on ne saurait le dire, mais les différentes explorations que nous avions eu à faire nous ont permis de retrouver chez Maëlle des anomalies, notamment au niveau des reins et également dans le sang. Dans le sang, on a retrouvé, je vous ai parlé de certains déchets tout à l'heure, on a remarqué une augmentation anormale, c'était très élevé, de ces différents éléments qu'on ne devrait pas retrouver aussi de façon importante dans le sang. Et l'autre chose, quand on a essayé de voir au niveau de ces reins, on a questionné, c'est comme une photo des reins qu'on fait pour voir un peu ce qui se passe au niveau de ces reins. On a vu que les reins étaient déjà de très petite taille. Donc, ce qui veut dire que c'est une maladie qui évoluait déjà à bas bruit, mais qui est passée vraiment inaperçue. Mais là, dans ces cas-là, il est difficile pour nous de poser le diagnostic précis parce qu'on n'a plus rien. Il y a ce qu'on appelle la biopsie, c'est-à-dire on aurait pu envoyer une aiguille au niveau des reins pour aller prélever une petite partie de la membrane externe de ces reins pour voir un peu est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent expliquer un peu cette anomalie
dialyse. Mais malheureusement, vu le stade évolué, le temps, on ne pouvait plus faire ça. Donc, très tôt, on a essayé de la prendre en charge. Voilà, on a commencé d'abord par la dialyse, puis secondairement, elle a été greffée. Alors, la dialyse, Maëlle, comment ça s'est passé? La dialyse. Au début, très mal. Après, on va dire que le corps s'y fait et après, sur la fin, ça se passait relativement bien. Parce que je vais pas dire bien, parce qu'en fait, se faire dialyser, ce n'est pas une partie de plaisir. Pendant 4 heures, pendant la journée, je suis couchée sur un lit. Et on n'a pas de vie sociale. Moi, je travaillais, donc en sortant du travail, c'était la dialyse. Et après la dialyse, j'étais crevée, donc c'était rentrer chez soi et dormir. Ok, et la greffe, c'est arrivé comment? C'est arrivé comment? Alors, dès qu'on a découvert ma maladie, tout de suite, au niveau de ma famille, j'ai plusieurs personnes qui se sont mobilisées en nous disant qu'ils étaient pour me donner un rein. Du coup, ça a été d'abord me dialyser, me stabiliser, parce que je suis arrivée vraiment à un stade critique. Donc, me stabiliser, en parallèle, commencer le dossier pour la greffe, puisque ça se fait pas en Guyane. Donc, on a commencé le dossier pour partir à Toulouse. Donc, commencer les examens pour voir si j'ai pas d'autres problèmes, puisque bien souvent, on a une maladie en parallèle. Moi, j'avais que ça. Par chance. C'est pas mal déjà. Et faire aussi des examens auprès du membre de ma famille, mon oncle, pour voir si tout allait bien de son côté. Et après, commencer à faire les demandes, toutes les paperasses, partir là-bas, faire les examens pour finaliser le tout. Et après, le départ et la greffe. Et la greffe, c'est l'un des rares dons d'ailleurs que l'on peut faire de son vivant. Hein. Tout à fait. Ouais. Je rajoute un peu, c'est à encourager. C'est la première fois que nous voyons dans la famille de Maëlle, c'est-à-dire la mobilisation a été spontanée. Et je peux vous dire que les gens ne se battaient, tout le monde voulait lui donner un rein. Et c'est allé très vite, franchement. Au moins 4 donneurs. Enfin, un coucou à toute la famille, alors. Hein. Petit coucou à toute la famille. Coucou à toute la famille. On a Jean-Jacques au téléphone avec nous. Bonjour Jean-Jacques. Et puis c'est super, hein, l'émission La Grande Première, là, il balance de bonnes émissions là depuis ce matin, donc j'ai du mal à ne pas réagir. Alors, donc bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Je voulais poser une question, parce qu'on se prend souvent des réflexions. Moi, je suis quelqu'un qui est souvent au volant et je m'assois mal. Alors, souvent, les mamans disent c'est combien, pour ton rein, etc. Est-ce que le fait d'avoir une mauvaise posture peut abîmer les reins ou ça abîme juste la colonne vertébrale? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? La posture de quand on s'assoit, si on est mal assis, si on est mal couché. Super, merci Jean-Jacques pour la question. Je laisse le docteur vous répondre. Merci Jean-Jacques pour l'intérêt que vous prêtez à cette émission. En fait, ça n'a rien à voir. Et c'est important, il n'est pas rare quand nous recevons les patients en consultation, ils nous disent « j'ai mal aux reins ». Il faut nuancer les reins. Comme je l'ai dit, c'est ces deux organes qui sont à l'intérieur, qui sont dans les lombes et qu'il faut différencier de la colonne vertébrale. Souvent, la plupart du temps, quand on parle de ces douleurs-là, c'est des douleurs qui concernent surtout la colonne vertébrale, ce que nous appelons classiquement... C'est un défaut de langage, en fait. Tout à fait, ce que nous appelons classiquement un lumbago. Et des patients qui se trompent parfois ou bien envoyés parfois comme ça, qui viennent et nous voir pour dire, bon, c'est parce que j'ai mal au rein que mon médecin m'a envoyé. Il est rare que la maladie rénale se manifeste. Certes, il y a certaines maladies rénales qui peuvent se manifester de la sorte, notamment les calculs, parfois certains kystes au niveau des reins lorsqu'on est vraiment en crise. Sinon, en principe, il faut nuancer, ça n'a rien à voir du tout. Le fait que vous asseyez mal, ça n'a rien à voir par rapport à la maladie rénale dont nous parlons. Impeccable. Donc déjà, merci Jean-Jacques. On a eu la réponse pour Jean-Jacques. J'ai une autre question internaute. Est-ce que le fait de boire beaucoup plus que 3 litres d'eau a une incidence sur les reins? Non, pas du tout. Non. Pour des reins qui fonctionnent très bien, nous venons de le dire, pour les reins qui fonctionnent très bien, le problème ne se pose pas parce que les reins sont là pour assurer cette régulation-là. Le trop-plein est forcément éliminé. Et pour des patients chez qui
par exemple, on vient de parler de l'insuffisance rénale chronique où les patients n'arrivent plus à correctement éliminer cette eau, vous comprenez que boire trop, ça veut dire que l'eau va se mettre ailleurs. D'abord, j'ai parlé des œdèmes, tout ça. Après, ça peut aller s'accumuler au niveau des poumons. Là, c'est déjà un stade un peu plus évolué. Et quand ça va au niveau des poumons, ça donne classiquement ce que nous appelons un œdème aigu des poumons. Et puis là, ce n'est plus facile à gérer. Donc, en principe, pour des reins qui fonctionnent très bien, il n'y a aucune raison que le fait de boire plus de 3 litres d'eau. Voilà. OK. On a Edgar au téléphone. Bonjour Edgar. Oui, bonjour. Tout le monde qui est sur le plateau, surtout le docteur. Bonjour. Bonjour. Oui. Et je souffre du rein un peu. J'ai une petite défaillance. Ce que je prends tous les jours, de l'Azilix 40 et le Tifica. Et j'ai le sang trop épais, je prends de Préviscan. Vous voulez... Alors d'accord, Edgar. Donc, docteur, peut-être donner une petite réponse à Edgar Oui, juste savoir si elle est suivie déjà par un néphrologue ou pas, ou si elle a un médecin traitant qui la suit. Alors, on va rappeler Edgar pour avoir plus d'infos parce qu'on a pensé que c'était juste sa question. Mais dans tous les cas, il faudrait qu'Edgar, de toute façon, se fasse suivre. Évidemment. C'est le conseil que il faut vraiment qu'Edgar se fasse suivre. On a Steve aussi au téléphone. Bonjour Steve. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, voilà, j'aurais une question à poser au médecin. Concernant les sportifs qui font du bodybuilding, de la musculation, un régime hyperprotéiné avec beaucoup de protéines, donc type par exemple des poudres, à prendre assez souvent. Donc j'ai entendu dire que ça pouvait abîmer les reins à long terme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée qui est un peu... Une idée reçue. Reçu, oui, puisque en mangeant beaucoup de protéines, on disait aux sportifs que ça pouvait abîmer les reins, ou si c'est parce qu'il faut vraiment avoir un problème déjà en amont que ça va les abîmer. Merci Steve pour la question. Docteur, justement, c'est intéressant la question de Steve par rapport au fait... De quelle manière devons-nous nous alimenter? Alors déjà, on va essayer de lui répondre. Et ensuite, de quelle manière devons-nous nous alimenter pour éviter les maladies rénales? Oui, en fait, par rapport aux conseils pratiques, je vais laisser le soin à Elodie pour le travail que nous avons déjà fait ensemble. Elle va nous donner des conseils pratiques qu'on a déjà très bien listés. Elle va nous les donner. Mais par rapport à la question de Steve, je dirais que, en fait, quand les reins se portent bien, il faut manger normalement. Même pour nos patients qui ont déjà une maladie rénale chronique pour lesquels on a des régimes spécifiques, on ne recommande pas de ne pas prendre les protéines, mais il faut les prendre dans les limites de la normale. Oui. Et quand on voit le besoin normal de l'organisme en fonction de ce que nous prenons, il n'y a pas de raison pour que ces éléments, qui sont des éléments nutritifs dont nous avons besoin, soient néfastes pour l'organisme. Voilà. Elodie, tu pourras bien donner... donner quelques conseils, avant juste que nous prenions Claude qui nous attend au téléphone, des conseils pour pouvoir, pour éviter de contracter la maladie. Déjà, avoir une bonne alimentation, ça concerne toutes les autres maladies, même pour notre bien-être. Donc, bien s'alimenter, avoir une activité sportive régulière, boire beaucoup d'eau. Et voilà, partant de là, je pense que ça devrait aller. Et puis, ne pas hésiter à aller se dépister. Très important. Je viens de dire que quand nos moteurs sont malades, nous savons aller chez le mécanicien. Il faut qu'on sache aussi aller chez le médecin dès que ça ne va pas. Les médecins, c'est leur métier. Il ne faut pas avoir peur de la blouse blanche. Dès le moindre souci, il faut aller voir son médecin qui fera le bilan nécessaire. Et dès qu'il y a une anomalie quelconque, les médecins savent très bien où nous trouver. Ils savent orienter les patients vers les spécialistes, vers les néphrologues. Voilà. Merci docteur, c'est important. Maëlle, petite intervention. Oui, par rapport à l'exemple du docteur, quand on a une voiture, quand il y a un souci, on va chez le mécano. Oui, mais on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un souci. On peut aussi faire comme pour les voitures, des révisions tous les ans. Tout à fait. Donc en faisant un bilan annuel chaque année, on évite les petits soucis. Exactement, voilà, petit bilan annuel chaque année. Merci Maëlle, c'est top. On a Claude au téléphone rapidement, Claude, s'il vous plaît. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Moi, j'appelle de mon cas. Moi, le médecin qui est à la radio, c'est un médecin qui me suit. Et lui, par contre, moi, ce que je fais, comme on dit, je vais tous les 2 mois faire ce qui s'appelle un bilan rénal ionique, c'est-à-dire la créatinine. Ah oui. Et alors, moi, je vais tous les 2 mois. Comme moi, de mon cas, j'ai un rein qui est hyper atrophié et j'ai un petit rein, un rein qui est normal. Et c'est suite à un calcul qui m'a abîmé le rein. D'accord. Donc moi, je fonctionne avec un seul rein.
Et là, moi, ce que je fais pour être sûr, je fais tous les 2 mois une créatinine. D'accord. Donc, je voulais profiter du médecin là, qui est près de vous. Là, j'ai eu une créatinine à 88. J'espère que c'est bon. Oui, 88, Claude, 88 quoi? Parce que vous savez, chaque laboratoire... Micromol, ça doit être en micromol. Je peux vous dire que c'est bon, mais on ne va pas parler de votre cas. Ah ben non, Claude, on n'a pas le temps. Mais il n'y a pas de souci. Mais... Je suis sûr que je vous ai donné un rendez-vous et on va se revoir en consultation pour mieux en parler. Sans rendez-vous de votre part, moi, tous les 2 mois, je vais remettre ça traitant, je vais une créatinine. Très bien, c'est bien fait. On se revoit en consultation et puis on en parle. Merci beaucoup Claude. Alors juste pour finir, parce qu'il va falloir que l'on se quitte, demain je disais que c'était la journée mondiale du rein. Qu'est-ce qui est prévu en Guyane? Alors demain on aura 2 stands situés aux alentours de Matoury, de l'échangeur, donc les 2 centres commerciaux. Et donc une équipe, il y aura un médecin, des infirmiers et des élèves de 3e année de l'école d'infirmière qui seront présents, et en fait on va faire de la prévention pour la population. Donc on invite tout le monde à venir parce que c'est très important. Bah oui, belle initiative. Il y a du dépistage prévu ou pas? Non, en fait, pour cette fois-ci, nous n'avons pas prévu de dépistage, mais c'est déjà ça, parce qu'on a constaté que la Guyane reste un peu en marge de ces journées-là, et cela ne devrait pas être le cas. Parce que pour un petit exemple, pour nous, actuellement, on a dépassé la barre d'un patient par semaine qu'on reçoit en hémodialyse en urgence, ce qui n'est pas normal. Ouais. Donc on se rend compte que la population n'est pas informée. Donc c'est des stands de grande sensibilisation, et nous invitons le grand public à venir se présenter déjà pour ces grandes sensibilisations, et les fois à venir, j'espère que nous avons prévu de grandes séries de dépistage, et puis ça va beaucoup nous aider. De toute façon, on va en reparler sur nos ondes, on va reparler de cette journée. Je pense que... Et pour ne pas oublier, le 21 mars aussi, nous invitons tous les professionnels de santé au CGOS de 19h à 21h pour le grand débat conférence, où on va parler également de la maladie rénale et voilà, de toutes les causes, pour les professionnels de santé. Impeccable. En tout cas, un grand merci à vous tous d'être venus. Je pense